Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour fêter finalement la 350e rencontre Vlid. C'est un beau symbole avec les éditions de Paysages. Et ce soir, on a la chance de recevoir Virginia Pessemapeo Bordelot avec ce recueil Marche pour Cindy, voilà, que vous voyez dans la nouvelle. C'est pas la nouvelle collection, c'est toujours la collection Talisman, mais la nouvelle, entre guillemets, habillage, le nouvel habillage poétique, puisqu'on a déjà reçu les autrices précédentes avec bonheur, Natacha Canapé-Fontaine et d'autres. Alors justement, on va peut-être commencer par Amaury pour, avant de parler de l'ouvrage et de l'œuvre en général de Virginia. Amaury, comment as-tu découvert Virginia Pessemapeo Bordelot? Puisque c'est une voix aussi singulière. On va parler de son parcours qui est peut-être aussi atypique dans le domaine littéraire. Il y a peu d'artistes finalement qui écrivent et encore moins peut-être dans les Premières Nations. Comment as-tu découvert sa plume et quelle a été ton envie également de la publier? Alors, bonsoir tout le monde. Merci encore d'être présente et présent. La rencontre avec Virginia s'est faite à partir du recueil, du premier recueil Amoun, puisque ça a été notre lancement. C'est que la collection Talisman a commencé en 2019 avec Amoun, une sorte de florilège où on avait, je crois, 10 à 12 textes qui donnaient un petit peu l'actualité de la littérature autochtone à cette époque. Et il y avait une nouvelle de Virginia, et effectivement, j'étais allé regarder pour chaque auteur, chaque autrice, sa bibliographie. Et en fait, il y a d'assez amusant peut-être dans l'histoire, c'est que moi, Virginia, je ne l'ai connue et je ne la connaissais jusqu'à présent qu'à travers en fait son écriture. Et j'ai découvert en faisant Ours Bleu avec elle et notamment en travaillant sur l'illustration que Virginia en fait était, après celle qui nous le dira, mais artiste. Alors avant tout artiste ou autrice, à mon avis, c'est différents supports d'expression, mais en tout cas, effectivement, j'avais pas du tout connaissance de ce volet, on va dire peinture, sculpture, broderie, puisque elle s'exerce aussi dans ce domaine, ce qui fait que ça a été non seulement une rencontre, mais un peu un choc quand j'ai vu le nombre de toiles et comment à chaque fois, chaque toile m'emportait aussi dans une histoire, nous embarquait, c'était assez incroyable. J'ai vu également de là qu'il y avait eu un film documentaire sur elle, sur son art, qui s'appelle d'ailleurs Ours Bleu. Et donc, en fait, la première rencontre s'est faite à travers un texte, alors que au Québec, au Canada, elle est effectivement très reconnue aussi pour sa peinture. Je ne sais pas par rapport à ces textes, elle pourra nous le dire aussi si elle a une reconnaissance égale dans les deux domaines, ou plutôt l'un ou l'autre. En tous les cas, du point de vue littéraire, il faut savoir, et ça, moi, je le souligne souvent, Ours Bleu est le seul texte d'un auteur ou d'une autrice francophone, autochtone francophone, qui soit mentionné dans la grande anthologie des littératures autochtones écrite par Thomson Highway, qui est une référence en la matière. Ce qui fait que Ours Bleu est l'un des romans les plus étudiés au Canada par les universitaires. Et moi, ça ne m'étonne pas vu la qualité de toute façon du texte, bien sûr, mais ça en dit long aussi en fait sur la notoriété de Virginia. Donc j'ai connu à l'origine à travers une petite nouvelle, puis avec Ours Bleu que j'avais commencé à lire, puis comment dire, j'avais laissé de côté parce qu'on a toujours un planning, un calendrier de publication. Et à un moment donné, ça a été le bon moment. J'ai repris cette lecture et voilà, j'ai été, moi, en tout cas, à titre personnel, assez bouleversé par le personnage, largement autobiographique, mais effectivement par l'épaisseur en fait du roman. Et ensuite, j'ai accédé à ces textes en poésie. J'ai pris contact avec ces éditeurs, ces éditrices au Québec. Et là aussi, pour Marche pour Cindy, mais je crois vous l'avoir déjà dit précédemment, euh, un nouveau choc. Je suis évidemment conscient de la problématique autour du féminicide autochtone, mais c'était pour moi, et j'ai eu confirmation avec l'un de nos amis communs, avec Virginia, qui s'appelle Franck Mirou, qui est un prof à l'université de Pau, spécialiste donc des littératures autochtones, que c'était le seul texte en français intégralement consacré à ce thème, ou en tout cas au féminicide autochtone. Il y avait des traces de cela évidemment dans la littérature, Natacha Canapé-Fontaine en parle un petit peu, ou d'autres auteurs, mais qu'il y ait comme ça à ce point un texte entièrement dédié à ça, ça me semblait très très important qu'on l'ait en France,
qu'on puisse en discuter, en débattre, et surtout à partir d'un texte de cette auteur-là, une sorte de tombeau littéraire à nouveau pour Cindy, mais qui nous permet d'entrer un petit peu dans le vif du sujet par la poésie. Donc voilà un petit peu moi cette rencontre avec Virginia que j'ai eu en plus la chance d'avoir, je sais pas, il y a une dizaine de jours à la maison pendant plusieurs jours, donc on a eu le temps largement de l'apprécier évidemment au quotidien, de faire notre petite tournée dans les librairies et de prolonger ça le soir par un petit verre, tranquillement, Virginie, un petit verre de whisky, un petit verre de rhum. C'est à ce moment-là que les rencontres aussi se font. Donc voilà pour remettre un petit peu en contexte tout ça et surtout, on attend maintenant peut-être un jour un futur roman, un futur prix Goncourt, on en a parlé avec Virginia, qui voilà la rendra riche et rendra évidemment les éditions des paysages riches, qui nous permettra de faire toutes les publications possibles. Voilà pour faire le tour. On l'espère. Et vu que j'ai fait comme si tout le monde te connaissait, Amaury, je reprécise, c'est Amaury Le Villayer, l'éditeur et fondateur des éditions de paysages qu'on a reçu à de multiples reprises pour que tout le monde comprenne bien aussi qui tu es. C'est la moindre des Hum, choses. Virginia, alors justement, vous répondrez évidemment à Amaury peut-être sur l'usage de l'alcool. Ça, vous en discuterez. Mais vous êtes artiste, sculptrice, autrice dans de nombreux domaines. Vous avez peint d'innombrables toiles. Et j'aimerais déjà savoir finalement comment se manifeste le geste poétique chez vous. Est-ce que c'est le fait d'être artiste qui déclenche la poésie en vous et peut-être si vous pouviez donner une définition de la poésie, en tout cas la vôtre. Je suis un petit peu surprise que ce qui reste de notre rencontre avec Amaury, que ce soit son gin, qui m'a d'ailleurs rendu malade. Je ne supporte pas le gin. Alors, ceci dit, euh, en fait, la poésie m'habite depuis toujours. J'ai pas cherché très loin pour qu'un sujet m'habite, par exemple. En ce qui concerne Cindy, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, mais je suis amie avec sa tante, qui, puis par la suite, je ne pouvais pas laisser passer cette histoire de disparition de cette femme qui était, euh, qui était de la communauté des Abitibi-Winnie, pas loin de chez moi, qui est la communauté de Picogan, et que ça me touche de si près, qu'une disparition soit si près, ça m'a vraiment éveillé non seulement une souffrance, mais aussi une colère, une espèce de colère. Et il y avait ce besoin de faire quelque chose. Et c'est la même chose pour tous les autres livres de poésie que j'ai écrits. Par exemple, Je te vis vivant. Ce sont des textes qui parlent à mon fils qui est décédé en 2012, de même qu'à un ami que j'aimais beaucoup, qui avait des problèmes de santé. Et puis, je devais faire ce geste d'écrire pour aussi me sauver la vie un peu. C'est la même chose quand j'ai écrit le premier recueil de poésie qui s'appelle De rouge et de blanc. J'étais dans une période, j'étais très jeune à l'époque et déjà j'écrivais, j'ai commencé à écrire autour de 12 ans. Évidemment, c'est pas de qualité à publier, mais il y avait déjà cette espèce de force et de besoin de m'exprimer et surtout que j'ai appris le français. Moi, j'avais 7 ans quand je suis arrivée à l'école, là, donc ça m'a pris quelques mois avant de comprendre que le professeur me proposait au tableau, c'était des lettres, des mots, et que donc je pouvais m'en approprier et m'en servir pour m'exprimer. Et par la suite, quand j'ai su que je pouvais donc écrire, j'ai commencé assez tôt à écrire. La même chose pour la poésie. Là, on parle de poésie, mais ce fut la même chose pour la peinture. Pardon, je n'avais pas ouvert mon micro. Ça veut donc dire que pour vous, l'acte poétique, le fait d'écrire, nécessite un traumatisme, nécessite une peine. Comment vous expliquez finalement que
il s'agisse de choses négatives. Et vous parliez à l'instant que c'était une sorte d'exutoire. Il y a une contradiction et à la fois c'est à la fois d'une grande beauté, mais ce côté résilient, comment vous l'expliquez? Est-ce que vous l'expliquez? Et ma deuxième question étant, pourquoi ça n'a pas été finalement la peinture, le vecteur, le média artistique? Qu'est-ce qui diffère des deux? Comment vous décidez de prendre un pinceau et de jeter sur l'œuvre, ou au contraire d'écrire avec votre plume? Parce que moi, je viens d'un milieu autochtone. J'ai grandi dans un milieu autochtone. J'ai été élevée élevée, c'est beaucoup dire parce qu'il y avait beaucoup d'absence de parents dans la maison. Et donc, il y avait cette souffrance finalement d'être abandonné autant surtout par la mère. Le papa, il était là, mais il travaillait. Et donc, il n'était pas présent dans la journée, mais le soir, il était là. Et donc, cette responsabilité que j'ai eue très jeune de prendre soin finalement de la fratrie parce que j'étais l'aînée de famille, il y a, ça m'a pris du temps avant d'accepter que que j'étais profondément triste, et ça depuis probablement ma jeunesse. Et pourquoi l'écriture? Parce que l'écriture, c'est plus facile d'exprimer des choses intimes. Tandis que la peinture, pour moi, ça a toujours été un aspect solaire de ma créativité. J'ai commencé à peindre, j'avais à peu près une dizaine d'années encore, mais c'était vraiment une joie pour moi D'ailleurs, mon père voyait bien que j'avais un talent, et c'est lui qui m'a apporté un jour de l'aquarelle et du papier aquarelle, et puis que je puisse peindre finalement. Et déjà, les premières œuvres que j'ai faites, c'était vraiment très, très intéressant parce que, juste pour une anecdote, il y a un Français, un touriste qui est passé chez nous un été. Il voulait rencontrer les Autochtones. Alors, les gens du village lui ont dit, oui, il y a une famille là-bas, tu as juste à te rendre, puis tu vas tomber sur eux. Donc, puis évidemment, les parents n'étaient pas là. Et moi, j'étais dehors, en plein soleil, j'étais en train de faire des aquarelles. Je peignais. Et le type en question, il a voulu prendre mes aquarelles et les amener avec lui, les apporter avec lui. Puis il m'a dit, écoute, il m'a dit, je vais apporter ça en France et puis je vais te faire une carrière, tu vois. Alors moi, j'avais beau avoir 12 ans, je me suis dit, non, 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 tu partiras pas avec mes dessins, tu vois, parce que je savais très bien que c'était des souvenirs qu'il voulait rapporter chez lui. Juste pour vous dire à quel point c'était déjà euh, très, très fort que je faisais comme peinture. Et ça me permettait d'être complètement dans mon monde, dans mon intériorité. J'étais complètement coupée du reste. Et tellement qu'une autre anecdote, c'est que le soir, en hiver, par exemple, je devais mettre du bois dans le poêle parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'électricité à la maison, donc je devais toujours nourrir le fourneau pour avoir chaud, pour que les frères aient chaud. Et j'avais totalement oublié que je devais faire le travail en question parce que j'étais prise dans ma peinture. Et puis ce jour-là, tout à fait par hasard, mes parents étaient simplement allés faire des courses. Donc, quand ils sont arrivés le soir, d'abord, il faisait noir, il faisait froid, et moi, j'étais encore en train de peindre sur mes papiers. Alors, je me suis fait enguirlander, comme quoi j'étais pas responsable et tout ça. Mais ce que je vous dis, moi, c'est que ça me dégageait totalement, justement, de la responsabilité. Et ça me permettait d'être dans mon univers. Et c'est encore ça, la peinture, c'est ça. C'est vraiment joyeux, c'est solaire, c'est la partie de moi qui aime la vie. Et puis en même temps, bon, quand je peins, j'aime bien danser, j'aime bien mettre la musique. Et surtout quand je fais des grandes toiles, c'est un plaisir que de mettre la musique et de danser, puis de faire, donc de suivre le rythme de la musique et de la danse tout en peignant.
Alors que la peinture, à l'écriture, c'est un autre domaine. Je dis souvent que la peinture, c'est souffrant pour moi. Mais en même temps, c'est très guérisseur. C'est nécessaire, c'est guérisseur. Et puis, vous m'y faites penser parce que vraiment, le dernier recueil de poésie, ça a toujours été, c'est pas aussi souffrant que les autres, mais c'est quand même, ça parle de chagrin d'amour. Est-ce que j'ai cru comprendre que votre nom, PCMAPO, signifiait arc-en-ciel en langue cri? Oui. Ça a aussi un lien finalement avec ce que vous voulez dégager, alors peut-être en peinture ou en écriture. Votre animal totem est l'ours. On a du mal à imaginer l'ours finalement à travers vos mots, mais j'aimerais bien que vous nous expliquiez finalement ces liens qui s'opèrent entre un animal totem avec la signification d'un nom. Est-ce que c'est finalement une détermination? Est-ce qu'on est pétri de ces choses-là, de ces éléments-là pour écrire ou pour être un artiste? Non, mais en fait, Pézémapéo, c'est le nom de ma mère. C'est le nom de mon grand-père, dans le fond, Pézémapéo. Et ma mère, quand j'étais enfant, me disait la signification de ce mot-là, qui était Pézémapéo, ça voulait dire arc-en-ciel, qui est différent d'un nom que mon frère veut se donner. Il a parfaitement le droit de changer son nom. Lui, il s'appelle Pézémapéo, mais dans le nom original, il n'y a pas de N pour dire le napéo, qui veut dire homme. Il y a le M. Puis ma mère m'a toujours dit que c'était l'arc-en-ciel. C'est d'autant plus vrai que même mon frère le concède que l'arc-en-ciel, c'est Pézémapéo. Donc, c'était le nom de ma mère, tout simplement, que j'ai ajouté à celui de mon père. Et puis, pour ce qui est du totem, en fait, c'est une histoire, je pense que je le raconte dans Ours Bleu, ça, oui. En fait, le totem, c'est l'animal qui nous choisit. C'est l'esprit de l'animal qui nous choisit plutôt que l'inverse. C'est pas nous qui décidons qu'on va avoir tel animal comme totem. Alors, l'histoire est très simple. C'est que la nuit de ma conception, mon père et son beau-père étaient allés à la chasse à l'ours. À l'époque, à l'époque, ils étaient des trappeurs et chasseurs, mes parents. Donc, on habitait vraiment dans le territoire, à des heures et des heures de canot de la ville le plus proche. Et donc, papa et son beau-père sont revenus avec avec la carcasse d'un ours et qui ont tout simplement débuté puisque c'était au mois de novembre puis qu'ils avaient froid puis il y avait neigé ce jour-là. Alors, ils ont simplement laissé le corps de l'ours à côté de la tente de papa et maman. Et mon père m'a dit que j'avais été conçue cette nuit-là. Il m'a dit, tu as été conçue avec l'esprit de l'ours. Et par la suite, à plus tard, donc l'année suivante, 2 ans plus tard, nous étions dans le campement d'été parce au printemps, les familles qui étaient sur le territoire descendaient vers un même lieu où il y avait un rassemblement d'été. Et souvent, bon, il y avait des échanges. On présentait des bébés qui étaient nés dans l'année. On présentait aussi des jeunes filles aux jeunes hommes. Donc, il y avait des relations comme ça. Et puis, ils avaient, cette année-là, moi, j'allais avoir 1 an au mois d'août. Et donc, cette année-là, ils avaient capturé une maman ours qu'ils ont tuée. Mais il restait des bébés. Il y avait 2 bébés ours qu'ils ont adopté, qu'ils ont gardé avec eux. Puis il y a des photos de moi avec nous, avec les ours en laisse, si vous voulez. Fait que maman, elle avait l'ours en laisse et moi, je suis dans les bras de mon père et puis je regarde l'ours. Papa me disait que c'était mes copains, les ours. Parce qu'ils étaient habitués à nous, ils étaient habitués aux humains, donc ils ne ressentaient aucun danger pour nous. Et puis, par la suite, moi, je ne savais pas, il n'y a personne qui m'avait raconté cette histoire de ces oursons qui avaient grandi avec nous. Et, et à partir de 7 ans, autour de 7 ans, je faisais des rêves. C'était toujours autour de l'ours. Et ça a duré des années, des années, des années. L'ours devenait comme une espèce
de symboles, puis de, comment je vous dirais, il me donnait souvent des repères de ce qui allait arriver. C'était comme des rêves prémonitoires et c'était l'ours qui m'apportait le futur, si vous voulez. C'est un peu étrange ce que je vous dis, mais c'est vrai. Il m'a annoncé la mort de ma mère. Il m'a annoncé, par exemple, la maladie d'un de mes frères. Et tout ça, c'était très symbolique, mais en même temps, ça s'avérait vrai par la suite, je veux dire. Alors, quand mon père m'a dit l'esprit de l'ours t'habite, c'est là que j'ai compris la signification de ce qu'il m'a dit. Et par la suite, j'ai rêvé à l'ours jusqu'à ma cinquantaine d'années, puis jusqu'à ce que je décide finalement de suivre la voie de mes ancêtres, la voie de des croyances, si vous voulez, du côté de ma mère. Et je le raconte dans Ours bleu, sous toute cette démarche que j'ai faite. Évidemment, c'est très symbolique et il y a des choses qui sont vraies dans Ours bleu, mais aussi des trucs que j'ai inventés, tu vois, parce que c'est un roman. Hein. C'est pas tout à fait une biographie. Et puis, à partir de ce jour-là, c'est comme si l'esprit de l'ours n'avait plus besoin de me guider, puisque j'avais fait le choix de retourner vers la communauté, les croyances de mes ancêtres, cris, puis tout ça. Puis donc, c'était une espèce de guide. L'ours, pour moi, ça reste un guide. Et quand j'en vois, par exemple, dans la nature, ce qui m'arrive parfois, ben, je le salue comme étant mon grand-père, puis comme étant mon guide, puis je lui dis merci. Et un jour, j'avais fait ce travail de reconnaissance. Je devais rencontrer le guide en question. Et comme j'ai grandi et appris, j'ai étudié dans le monde allochtone, dans le monde occidental, évidemment, j'avais la tête farcie de raison, la raison pure. Voilà. Alors, il m'était très difficile finalement de croire à tout ce qui m'arrivait. Et d'autant plus que le jour où j'ai rencontré, parce que je devais partir à la recherche, à la rencontre de mon totem. Donc, il y a toute une cérémonie autour de ça. Puis ça. Donc, après, on nous lâche tout seul. Moi, j'ai pas peur d'être dans la nature. Je suis toujours dans la nature, en forêt, tout seul. Mais ce jour-là, je devais particulièrement il devait y arriver quelque chose. Je devais rencontrer mon totem. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a une ours qui a tout simplement sorti du bois puis s'est planté devant moi. Là. Il m'a regardé. Et moi, du coup, j'ai vraiment ressenti comme si mes jambes entraient dans la terre. Et j'ai encore les frissons quand j'en parle. L'ours me regardait vraiment comme s'il me disait, quand est-ce que tu vas comprendre? Quand est-ce que tu vas accepter? Et c'est là que j'ai dit, d'accord, très bien. Et c'est à partir de ce jour-là que dans le fond, j'ai fait ma démarche, que j'ai commencé la démarche spirituelle du côté de mes ancêtres. Et au fil des années, ben, l'ours, tranquillement, a disparu de mes rêves. Et puis, il n'avait plus besoin d'être là. Ben, j'ai bien fait de poser. C'est bizarre ce que je vous raconte, hein? Non, 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 pas du tout. C'est de la croyance aussi. J'ai bien fait de poser la question. Alors maintenant, on va parler de Cindy House, puisque le recueil lui est, alors il lui est pas dédié, mais il est quand même, Cindy est quand même dans le titre, même si on a l'impression que ça pourrait être un recueil finalement d'une grande universalité. Vous ne vous adressez pas qu'à Cindy, vous vous adressez à toutes ces femmes qui sont assassinées puisque le texte parle évidemment de féminicide, j'aimerais que vous nous parliez de cette femme, de Cindy House, que vous ne citez pas avec son nom. Alors peut-être parce qu'au Québec, on la connaît, on la connaissait déjà extrêmement bien. En France, on la connaît forcément beaucoup moins. Cette femme de Première Nation, de la Première Nation Abitiwini, de Picogan, excusez-moi si ma prononciation n'est pas bonne, qui est disparue depuis avril 2014, qui n'a pas été retrouvée. Et j'aimerais que vous nous parliez d'elle finalement, de votre choc, de l'émotion aussi qu'il y a pu y avoir euh, dans le pays. Ça fait ça fait plus de 10 ans. Vous avez commémoré les 10 ans il y a quelque temps. J'aimerais que vous nous parliez d'elle avant qu'on entre dans le recueil.
Donc, cette femme habitait à Val-d'Or, habitait à Picogan, mais était souvent dans la ville qu'on appelle Val-d'Or, et puis était très appréciée finalement de la communauté, de ses amis. Et puis un jour, elle a eu un amoureux, un amant, qui était un homme connu comme étant violent. Et puis un jour, bon, c'est ça, elle a disparu. Et puis, c'est suite à sa disparition qu'il y a beaucoup de femmes de Val-d'Or qui ont dénoncé ensuite, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas eu d'enquête des ordres. Il y a eu, évidemment, les parents, au bout d'un moment, ils ont dit, ben, elle est disparue, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et puis, évidemment, non. Ça a pris 4 mois avant que les policiers prennent au sérieux la disparition de Cindy. Et c'est le fait de beaucoup de femmes autochtones ou simplement d'autochtones. Quand un autochtone disparaît, on n'en parle pas. Quand une femme non autochtone disparaît, ce sont les journaux tout de suite, et puis on a sa photo partout. Même chose pour les enfants. Les enfants autochtones qui disparaissent, on commence à peine à en parler, à les mettre comme dans les réseaux sociaux. Voici, cette jeune personne est disparue. Voilà. Alors, il y a cette indifférence envers les Autochtones au niveau de la justice, mais il n'y a pas que la justice. Dans tous les domaines des services sociaux, il y a une espèce d'indifférence et de racisme qu'on appelle systémique qui est inclus dans la façon de traiter les Autochtones. Et donc, évidemment, après 4 mois, c'est difficile de retrouver des traces. Et ce qui est arrivé, c'est que cet homme-là a finalement assassiné probablement la femme qui était témoin de ce qui est arrivé à Cindy. Et cette femme, elle a été retrouvée tout de suite. Il n'a pas eu le temps de cacher le corps ou de s'en débarrasser. Donc, il a été accusé du meurtre de cette femme, qui était une amie de Cindy, mais il n'a jamais avoué en ce qui concerne Cindy, s'il était coupable ou non. Et donc, par la suite, lui, il est en prison, il est toujours en prison. Et les parents, d'année en année, ont cherché Cindy, le corps de Cindy autour de Val-d'Or. Ils ont fait des battues, on participait pendant des années, puis pour ne jamais retrouver Cindy. On n'a jamais retrouvé le corps de Cindy. Et donc, là, moi, ce qui est arrivé, c'est après en 2016, 2 ans après, on m'a demandé de faire un travail, ce qu'on appelle un land art. C'est une œuvre d'art avec la nature, avec la mer, terre. Et j'ai dit, moi, je vais faire un travail sur Cindy. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des jardins à travers la ville de Val-d'Or. Évidemment, il fallait l'accord de tout le monde. Donc, j'ai eu la permission de le faire devant la poste de police. Ensuite, devant le centre d'art de Val-d'Or. Je l'ai fait aussi dans le parc où Cindy a été vue pour la dernière fois. J'ai écrit son nom aussi en tourbe sur le mur du centre autochtone de Val-d'Or, son nom en grosses lettres, pour que son assassin, parce qu'à l'époque, il n'était pas encore retrouvé, il n'avait pas été attrapé, pour que son assassin puisse voir son nom tous les jours s'il avait à passer par là. Et donc, laisser des signes de Cindy partout dans la ville. Et là-dessus, j'ai fait une marche qui s'appelle une action urbaine. Donc, j'ai invité toute la population, autant autochtone qu'allochtone, les politiciens, de venir marcher avec nous en portant du rouge. Donc, tout le monde avait soit une robe ou un t-shirt rouge. Et la famille de Cindy a fait faire des t-shirts où c'était écrit derrière, nous te retrouverons, Cindy. Nous te cherchons toujours. Alors, la première fois, parce que la première manifestation, ma marche urbaine que j'ai fait, j'avais préparé le terreau pour le jardin dont je vous parle et nous avons planté des graines de fleurs. J'ai demandé aux parents, à Cindy, de participer à ça.
Donc, il y a des photos qui prouvent l'action qu'on a fait. Et puis la première, et puis c'était difficile parce que nous marchions dans la ville et puis il y avait des lumières rouges qui nous stoppaient souvent. Donc, on ne pouvait pas faire le geste de continuer jusqu'à jusqu'à l'autre jardin. Donc, on a fait le tour de la ville comme ça. Et évidemment, ceux qui étaient handicapés, on avait des gens qui étaient en voiture qui pouvaient les emmener d'un point à l'autre. Après 2 mois plus tard, j'ai refait l'exercice parce que là, les fleurs avaient poussé. Et pourquoi les fleurs? C'est que je voulais signifier que Cindy, le corps de Cindy et ses os allaient sortir de terre comme les fleurs sortent de terre. Et c'était magnifique, là, la deuxième fois, parce qu'il y avait toutes sortes de fleurs, des cosmos, je me souviens plus quelle sorte de fleurs qui avaient poussé dans son nom. Et cette fois, je pense que c'est la mairie, le maire de la ville qui a dit à ses policiers, vous allez participer activement cette fois à cette marche. Donc, ils nous ont non seulement accompagnés, non seulement servi de taxi aux handicapés, mais aussi bloqué des voitures aux lumières rouges afin que la marche se poursuive. Et il y avait énormément de personnes qui nous ont suivis pendant la deuxième marche. Et puis, évidemment, il y avait aussi d'autres femmes, des femmes Anishinaabe, des femmes autochtones qui jouaient du tambour, qui marchaient comme ça. Donc, c'était comme une rivière rouge qui coulait dans la ville, parce que nous étions toutes vêtues de rouge. Et puis, mais pour faire cette marche, moi, j'avais déjà commencé à écrire sur Cindy. Poésie. Je l'avais intitulé Poésie en marche pour Cindy. Donc, je lisais, mais j'avais aussi demandé à sa tante de lire en Anishinaabe, donc de traduire le poème en Anishinaabe. Et puis, j'ai aussi demandé à une amie québécoise de lire aussi, que tout le monde se sente impliqué. Donc, on avait un micro, puis tout le long de la marche, nous récitions le poème pour Cindy. Et par la suite, j'ai continué. J'ai tout simplement terminé le recueil, qui était peut-être la moitié. Je l'ai terminé, puis je l'ai présenté à la maison d'édition du Quartz, qui l'ont publié. Justement, il a été publié aux éditions du Quartz en 2018. Le titre a changé. Poésie en marche pour Cindy. Ici en France, Marche pour Cindy. On sait que les mots ont une importance particulière en poésie parce qu'il y a eu comment dire, une épure finalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tous les deux peut-être pourquoi avoir supprimé Poésie en marche? Ça, je vais laisser Amaury parler de ça. Il y a deux raisons. Il y a d'abord une raison de on va dire la réception par l'éditeur, mais par le lecteur que je suis. Et lorsque j'ai lu ce texte, il y avait vraiment c'est Cindy qui m'est apparu. Alors évidemment, c'est le féminicide évidemment. Il y a le côté universel comme tu l'as souligné, mais dire que je voyais Cindy, d'ailleurs que je n'avais pas vu en photo avant, j'avais pas cherché, mais je la voyais dans les pages. Et Poésie en marche pour Cindy, pour moi, ça laissait pas cette place à la valeur un petit peu testimoniale, matrimoniale en fait de Cindy, en tout cas de son nom à elle. Et c'est pour ça que je voulais mettre en avant, tant si bien qu'au départ, je voulais même seulement marquer pour Cindy. C'était vraiment l'idée de faire ce fameux tombeau littéraire, ce témoignage pour elle, à travers les mots de Virginia. Et puis, j'ai eu une conversation avec l'éditrice de Virginia au Québec, qui, elle, a réussi à me convaincre assez rapidement, mais Virginia y était sensible, évidemment, sur quand même la dynamique qu'il y avait dans Poésie en marche pour Cindy, donc c'était important. Donc j'avais ça qui trottait en tête, et dans le même temps, quand on publie un livre, on a aussi que ça peut en général les lecteurs et lectrices, mais beaucoup de réunions en amont avec, par exemple, le diffuseur, ceux qui interviennent autour du livre. Et au niveau de la diffusion, c'est vrai qu'on m'avertissait sur le problème qui en passe, à mon avis, de disparaître sur la position de la poésie dans les rayons, la difficulté. Je vous dirais après que c'est pas forcément la réalité, mais en tous les cas,
que le mot poésie pouvait peut-être arrêter, qu'au contraire, si on voyait le Cindy, si on voyait ce nom apparaître, peut-être que le lecteur, la lectrice irait la chercher davantage sur la table. Donc il y avait tout ça. Et finalement, j'ai été convaincu de cette dynamique-là, qui plus est, comme Virginia vient d'expliquer, derrière ce texte, ou en même temps que ce texte, en tout cas, il y a une marche. C'est-à-dire que c'est aussi une performance, mais que la poésie, elle est vue comme quelque chose qui avance. Et je pouvais pas, en fait, faire l'économie de cette dynamique-là. Et on s'est mis d'accord sur le mot marche pour Cindy, parce qu'évidemment, si j'ajoutais qu'en plus l'éditrice au début m'a dit allons-y pour En marche pour Cindy, j'ai dit non, dans le contexte politique actuel, il était hors de question d'avoir En marche quelque part sur un titre d'un de mes livres pour plein de raisons. Et donc forcément, c'est Marche pour Cindy que j'ai retenu. Donc vous voyez, il y a plusieurs choses qui viennent. Évidemment, le côté commercial joue en partie, mais là où je vous dis que c'est pas forcément vrai, c'est que ces poésies, ce recueil-là notamment, et les deux recueils précédents, fonctionnent très bien en librairie. Les libraires jouent le jeu de la poésie en France de plus en plus. Ce sont aussi des textes relativement courts qui peuvent s'adresser à d'autres types de publics qui n'ont pas envie de lire beaucoup, au contraire sont touchés par le côté un peu fragmentaire de tout ça, des recueils qui se mettent facilement dans un sac à dos, un sac à main, et finalement, l'appréhension qu'avait le diffuseur sur le mot poésie était peut-être pas complètement justifiée, bien que ce soit aussi son métier de le savoir. Mais en tout cas, voilà pourquoi je suis arrivé à cette marche, finalement, marche pour Cindy, pour essayer de garder un petit peu et la dynamique et surtout le nom de Cindy qui est, au départ, j'aurais laissé presque seul, presque même Cindy si j'avais pu le laisser comme ça. Mais voilà, là encore, on n'est pas le seul. Alors, c'est un privilège d'éditeur, c'est-à-dire que si j'étais vraiment, si je voulais être très strict en droit, oui, bien sûr, l'éditeur, notamment le cahier de couverture, il en fait ce qu'il en veut, à condition que ce soit pas infamant pour l'auteur ou l'autrice, mais j'en fais à peu près ce que j'en veux. Mais jamais jusqu'à présent, je n'ai pas essayé d'avoir l'assentiment, l'approbation des auteurs, des autrices et aussi des éditeurs, des éditrices que j'ai en face. Donc tout ça, faut se convaincre, se parler, mais rien n'est acquis dès le premier jour. Ça nécessite beaucoup de discussions autour de ça et de la connaissance aussi quand même un peu de son marché en France. Et là, en général, les éditeurs, les éditrices et les auteurs-autrices aussi nous font plutôt confiance sur ce qui potentiellement peut marcher parce qu'on n'a pas finalement les mêmes goûts, mais tout simplement pas le même marché. Donc voilà un petit peu pour essayer, pour vous donner un peu cette fabrique, cette cuisine derrière de l'édition et d'où on arrive à ce titre-là sur pour le coup sur une désormais une couverture que vous commencez un petit peu à connaître, puisque ce seront toujours, on va garder, on va dire cette mise en page au niveau de la collection en changeant seulement les couleurs en fonction des communautés dont les textes émanent. Donc pour l'instant, on reste sur le rouge quand il s'agit des Premières Nations, et quand nous irons probablement vers des métis, on adoptera la couleur bleue, par exemple, qui est celle liée au drapeau métis. Et si nous décidons de partir sur des recueils chez les Inuits, nous mettrons en avant le jaune. Mais voilà, à part ce code de couleur qui change, on voulait garder ce que je vous avais peut-être déjà expliqué, le cercle, la tortue qui nous semble important, des choses qui nous ont pris aussi beaucoup de temps, en concertation avec les deux premières autrices de la collection, qui étaient Maya et Natacha. Donc voilà comment on arrive à ce titre de Marche pour Cindy. Très bien. Et alors, Virginia, je me suis posé la question, puisqu'à la fin du livre, Amaury rajoute des statistiques sur les féminicides autochtones. Pourquoi vous avez finalement choisi Cindy? Quand on voit la masse de femmes assassinées, pourquoi elle? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que c'était à un moment de votre vie aussi singulier et il y a eu un cri, une résonance, une colère particulière à cette femme qui est disparue, qui potentiellement est encore en vie. Je ne sais pas, mais en tout cas, on a quand même cet espoir aussi, peut-être. Le corps n'a pas été retrouvé. Donc, pourquoi elle? Est-ce qu'il y a une explication ou au contraire, ça fait partie de la croyance ou de l'inexplicable? Comme je vous l'ai dit, elle m'était proche par sa tante. Je ne la connaissais pas personnellement, mais je suis proche de sa tante et aussi de ses parents qui sont de Picogan. Nous, quand on était enfants, mes parents étaient très amis avec les Anishinabés, qui sont les Autochtones qui habitent la communauté de Picogan. Et donc, moi, j'étais déjà sensible, évidemment, aux disparitions des femmes autochtones à travers le pays. J'avais déjà fait des travaux là-dessus il y a longtemps. Et pourquoi Cindy, c'est que en plus, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que
comme je vous ai parlé tout à l'heure des femmes de Val-d'Or, ce sont des autochtones, des femmes autochtones de Val-d'Or qui ont justement monté au front après la disparition de Cindy pour dénoncer justement le comportement des policiers à leur égard, des abus. Et puis voilà, vous êtes disparu. Je ne vois plus. Oui, Oui, Anthony a disparu. disparu. Plus Qu'est-ce- d'images, plus de son. Ça y est. Est-ce que nous, on continue? Oui, oui, c'est bon, je suis là, je suis là. Ça a bugué. Ces femmes de Val d'Or qui étaient les amies de Cindy ont, sont montées au front justement pour dénoncer les abus des policiers à leur égard depuis longtemps. Et donc, il y a eu une journaliste de Radio-Canada, une journaliste qui est allée les rencontrer et a fait des papiers finalement dénonçant ça. Et ça a fait un scandale au Québec. Évidemment, il y a eu des pour et des contre. Il y a eu beaucoup, beaucoup de racisme par rapport à ces femmes-là. Par exemple, j'avais des amis sur les réseaux sociaux qui disaient c'est peut-être impossible que des beaux jeunes policiers se fassent ces femmes qui sont laides, qui sont grosses. Donc, il y avait toute cette misogynie, puis ce racisme envers nous, les femmes autochtones, parce que personnellement aussi, j'ai déjà eu des problèmes avec les policiers. Et donc, elles sont montées au front, elles ont dénoncé, et ça l'a fait vraiment un gros scandale. Et là-dessus, il y a Cindy qui était disparue à travers ça. Et alors, c'était ma part finalement comment je vous dirais ça? C'était mon action à moi, c'était ça. Ça a été d'écrire pour elle, puis aussi de faire cette marche, cette œuvre d'art finalement, parce que c'est une œuvre urbaine, une œuvre d'art urbaine, et, euh, et qui a continué pendant plusieurs années parce que on m'a souvent demandé pour la journée il y a toujours une journée où on rappelle le souvenir de Cindy en région, ici, en région. Donc, il y a une soirée de lecture, il y a une soirée de commémoration pour elle, qui se fait toujours à Val-d'Or et toujours par le Centre autochtone de Val-d'Or l'organisme avec lequel j'ai travaillé pour faire la marche pour Cindy. Alors, c'est pour ça, puis j'en avais vraiment marre que ça soit gardé sous silence. Puis Cindy, c'était ma personne à moi. C'était, comment je vous dirais, elle sert à toutes les femmes du Canada, à toutes les femmes de l'Amérique qui disparaissent comme ça, sans qu'on en tienne compte. Là. Il y a un endroit, puis moi j'ai écrit par exemple j'ai participé à une revue littéraire, Lettres québécoises, où j'ai demandé autant des hommes que des femmes d'écrire sur le sujet. Et puis il y a un ami à moi qui est décédé depuis, Darrell McLeod, qui était un écrivain qui a gagné le prix du gouverneur général pour un de ses romans, qui a écrit dans cette revue et qui a commencé son texte en disant je n'ai pas du tout envie d'écrire ce texte. Et voici pourquoi. Il y a 6 mois, ma nièce est disparue. On ne l'a pas retrouvée depuis. Alors, c'est dans des familles, c'est partout comme ça. Et, là-dessus, il y a aussi des amis qui sont des universitaires qui ont écrit sur le cas de ces femmes. Je pense que c'est à Winnipeg, il y a un tueur en série qui sévit. On l'a arrêté, apparemment, qu'il est en prison, mais il jetait le corps des femmes on appelle ça des dompes chez nous, là, dans des charges publiques. Alors, il y a une femme qui a disparu, qu'on ne sait pas son nom. On sait seulement qu'elle fait partie de ces femmes qui sont quelque part dans la décharge publique. Et puis, ils l'ont appelée la femme bison parce que il faut lui donner un nom à cette femme. Et le gouvernement et les autorités de la province en question ne veulent pas
parce que les familles, évidemment, veulent qu'on fouille les décombres pour retrouver ces corps-là, et ils ne veulent pas. Alors, le gouvernement aussi est comme complice de toutes ces horreurs. Et c'est comme ça partout. Je veux dire, le gouvernement du Canada aura beau, M. Trudeau aura beau pleurer, puis c'est des larmes de crocodile. Voilà. Vous voyez bien que je suis en colère. Et on l'entend, cette colère, parce que Oui. en France notamment, on a du mal à imaginer tout ça du Canada, et Amaury le dit dès sa postface, pour appeler ça une postface, le Canada souvent perçu comme un modèle de démocratie avancée et le Mm. théâtre d'une crise humaine. Comment vous expliquez qu'on a une vision totalement déformée du Canada? Parce que grâce à ces rencontres, moi en tout cas, j'ai découvert un nouveau monde, j'ai découvert un nouveau pays, j'ai découvert des choses pas très glorieuses, notamment à travers Michel Jean et tant d'autres auteurs qui sont venus là, nous parler de pensionnats, nous parler de dévastation de famille, nous parler d'appropriation, d'enseignement terrible finalement, où il y a véritablement, où le gouvernement prend des individus, notamment dès le plus jeune âge, et leur apprend une nouvelle culture de force. Euh, Comment vous expliquez cette dichotomie entre les deux visions qu'on a, que ce soit au niveau européen, mais peut-être que dans d'autres pays, on a aussi cette vision idyllique, pardon, du Canada. Mais comment on explique cette différence? J'avoue que je n'en ai aucune idée. Pourquoi est-ce que... Parce que probablement qu'au niveau politique, déjà, le Canada était... les autres pays les considèrent comme des bisounours. Ça veut dire, c'est ce qu'on dit du Canada. Ils sont tellement gentils. Même les Américains trouvent qu'on est trop gentils. Pas moi, là, je parle des Canadiens, que ce sont vraiment un peuple très gentil. En général, c'est ça. Mais pour ce qui est des politiques qui ont été établies il y a 150 ans, ce sont des politiques qui continuent encore à s'appliquer. C'était des politiques discriminatoires envers les Autochtones et que c'est étatique comme, comme discrimination finalement. C'est-à-dire, vous parlez des pensionnats. Ça a été créé pour justement enlever les enfants des familles, mais aussi sortir les parents des territoires afin que les industries canadiennes occupent le territoire à la place des Autochtones. C'est-à-dire les mines, par exemple, les coupes de forêt. Ce sont des grandes industries finalement qui ont le beau rôle là-dedans et que le gouvernement à l'époque était d'accord avec ça. Vraiment, on va dire, on va sortir les Amérindiens de la forêt, puis finalement, on va les placer, on va les civiliser. Hein? Et donc, les civiliser en les mettant dans des réserves, en leur enlevant leurs enfants, puis en faisant comme des citoyens de second ordre, finalement. Parce que même même les maisons dans les communautés, ce qu'on appelle des réserves, n'appartiennent pas aux Autochtones. Même la terre sous leurs pieds ne leur appartient pas, parce que ça appartient au gouvernement fédéral, qu'ils ont décidé que c'était à eux. Alors, il y a toute c'est tout ce mensonge qui a été caché, occulté. Bon, donc on Canadiens, nous sommes de bons peuples, tout ça. Il y a que les Américains qui ont massacré les Autochtones. Nous, on n'a pas fait ça. Mais sauf qu'ils ont envoyé, par exemple, des couvertures pleines de smallpox aux Amérindiens là, pour les décimer par la petite vérole. C'est des choses qui sont arrivées à l'époque. Alors, on va dire mon œil, là, pour ce qui est du Canada beau, propre et gentil, là. Oui, Anthony, Un oui, pays, oui, oui, t'as raison, mais je reprendrai même ce que tu dis, même par rapport à Anthony, et ce que je vois un petit peu là dans le chat, c'est que Anthony, tu parles de notre méconnaissance, cette invisibilisation en France, mais elle est déjà là-bas au Canada. C'est-à-dire que Hélène là le dit dans le chat, mais c'est vrai que lorsque nous y vivions aussi, nous on a vu la limite de tout ça dans les programmes scolaires, les enfants n'étant pas informés de cette situation, alors même que le Québec, par exemple, est en avance sur les luttes, sur l'égalité homme-femme, par exemple. On était très surpris de ça dans les manuels scolaires, et dans le même temps, une invisibilisation totale des communautés autochtones. Donc que nous, on n'en ait pas connaissance, en fait, en France, en Europe,
euh, oui, c'est déjà une chose, on peut déjà s'en blâmer, mais c'est déjà le cas au Canada. C'est ça sur quoi je voulais aussi insister. Nous, on a des éléments d'explication. La Virginia vient d'en donner plein. Après, les programmes, l'angle des programmes scolaires, pour nous en France, c'est aussi un héritage colonial qui est davantage axé sur l'Afrique du Nord que sur le Canada. Le multiculturalisme qui est évidemment mis en avant par le Canada, mais qui nous empêche de voir ces réalités la condition autochtone. Il y a plein d'éléments en fait d'explication qui permettent de comprendre pourquoi nous en France on le voit pas. Mais la question que moi je me pose davantage, c'est comment ça se fait qu'effectivement aujourd'hui encore au Québec et au Canada, on perçoit pas ces enjeux. Nous, ils sont lointains. Là-bas, ils sont quotidiens et pourtant, même comme Hélène le dit, ils en sont tout simplement pas informés. Alors après, il y a aussi, ça Virginia pourra peut-être le confirmer, un manque de volonté aussi de la part des Québécois, des Québécoises, des Canadiens et des Canadiens en général de s'informer parce que moi, en tant qu'étranger, j'ai réussi quand même à m'informer, j'ai réussi à comprendre cette problématique-là. Donc, je peux pas imaginer que d'autres ne puissent pas le faire. Cela étant, voilà, si on fait pas un minimum d'efforts, on a l'impression que c'est un problème qui n'existe pas ou qui touche finalement qu'en minorité. Ça, c'est possible aussi. Mais ça suppose de fermer un petit peu les yeux quand même sur ce qui se passe et sur ce qu'on entend. Donc voilà, je t'ai coupé Virginia, mais ça me semblait juste pour le dire. Oui, c'est bien parce que moi, je lis pas les commentaires, je pas je les vois pas vraiment. En fait, et puis, il faut aussi savoir il y a pas longtemps que nous, que nous avons accès à, par exemple, aux études universitaires. On avait, bon, après le septième année, probablement, dans les pensionnats, il y avait pas d'avenir pour les jeunes. Puis d'ailleurs, il n'y avait pas vraiment l'envie parce que la plupart en sont sortis démolis de ces pensionnats. Donc, ils sont devenus je parle par exemple de mon frère aîné, lui, qui a vécu au pensionnat. Je veux dire, il est mort à 40 ans. Là. Je veux dire, et puis, de consommation, tout ça. Ces enfants-là étaient littéralement détruits. Ils étaient chosifiés. Les enfants dans les pensionnats n'avaient plus de nom, n'avaient plus de prénom. Ils leur donnaient un chiffre en arrivant. Pareil comme les nazis ont fait. Donc, mon frère, je ne sais pas quel numéro il avait, mais il s'appelait plus Harry, il avait un numéro à lui. Donc, quand tu entendais ton nom, c'était un numéro qui t'appelait. Donc, vous voyez la façon de traiter ces enfants-là sur plusieurs générations. Ce sont des choses, c'est devenu des choses sexuelles, des choses à battre, des choses à affamer. En fait, je dirais, c'est ça. Et puis, donc, pour se défendre de ça, il a fallu d'abord qu'on ait accès à l'éducation. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 40, 50 ans à peu près qu'on a droit d'aller à l'université, même, peut-être même pas si loin que ça, que les Amérindiens peuvent aller faire des études universitaires. Donc, pour être capable de se défendre d'un ennemi, il faut quand même avoir les mêmes armes que lui. Alors, c'est ça qui est arrivé depuis quelques années, depuis plusieurs années. Nous avons quand même des avocats. On commence à avoir justement des femmes comme moi qui se font aller la gueule, comme on dit, là, et qui sont. Mais moi, j'ai eu la chance d'aller faire des études. J'ai eu la chance de réfléchir. J'ai eu la chance quand même, malgré ce que j'avais subi jeune, j'avais quand même eu assez d'acquis à cause de mon père pour que je puisse m'en sortir et donc parler au nom des autres aussi et puis devenir comme plusieurs autres maintenant une espèce de modèle pour la jeunesse. Et je vois que, surtout en littérature, comme j'ai vu la semaine dernière, il y a une recrudescence vraiment d'écrivains, de jeunes autochtones. Et ça, moi, je suis vraiment non seulement abasourdie, mais vraiment enchantée. Et j'ai souvent des larmes quand je pense à ça, vraiment. Excusez-moi. Mais, mais il a fallu du temps avant qu'on ait les armes puis les outils pour se défendre et puis pour prendre notre place. Et c'est ce qui arrive actuellement. On prend notre place. Il n'y a plus personne qui va parler à notre nom. 36% des féminicides, alors qu'elles ne totalisent que 5% de la population totale du pays.
comment on explique finalement, est-ce qu'il y a une révolte en fait? Est-ce qu'il y a une révolte aujourd'hui de ces chiffres-là, contre ces chiffres-là, alors qu'on a l'impression que tout est invisibilisé? Est-ce que la révolte existe au Canada ou pas? Est-ce que l'ouvrage a permis aussi à faire éclater tout cela? On a du mal à imaginer, en France ou ailleurs peut-être, mais qu'une telle population soit mise de côté avec des chiffres aussi effarants. On a du mal à imaginer cette réalité-là. Est-ce que le peuple canadien se révolte ou pas? Est-ce que les autochtones se révoltent? J'imagine que oui. Est-ce que c'est par un autre biais que la littérature? Mais comment se passe finalement la déclinaison de ces chiffres, de cette réalité qui est effarante? Mais c'est un début, c'est juste le début ben, je veux dire le début. Il y a quand même déjà quelques années qu'il y a I Didn't Know More a eu lieu, c'est-à-dire Jamais plus. Ça a été comme une espèce d'élan de la part des Autochtones pour dire ça suffit. Vous allez, nous, on existe, puis on va parler pour nous. Et là-dessus, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui font, par exemple, il y a Mélissa Molène-Dupuis qui fait une émission dans la Radio-Canada à toutes les semaines et puis qui prend parole. Et donc, il y a de plus en plus puis à toutes les années, évidemment, il y a des marches, de plus en plus de personnes marchent avec nous dans les rues, surtout de Montréal, mais c'est partout, là. C'est partout en région ici. À Val-d'Or, il y a toujours de plus en plus de gens, autant parce que les Autochtones sont là d'office, mais de plus en plus de Québécois commencent à réaliser qu'on existe, que nous sommes là, puis que nous sommes intéressants dans le fond. Je veux dire, parce que jusqu'à il y a plusieurs années, je disais aux gens, ah oui, je savais, je sais lire, moi, je sais écrire aussi, tu sais, en voulant dire, on n'est quand même pas des cons, là, tu sais, on n'est pas comme on dit chez nous, des trous du cul, là. Vous allez, puis donc, il y a cette ouverture dans l'esprit des Québécois probablement aussi du côté ce qu'on appelle le reste du Canada, du côté anglophone du Canada, il y a cette ouverture aux Autochtones et puis il y a une certaine écoute qui commence. Évidemment, il va y avoir toujours des racistes, toujours des négationnistes. Il y a même des gens qui disent que les pensionnats, ça n'a jamais existé, que c'est pas vrai, que les enfants qui ont retrouvé des tombes anonymes autour des pensionnats, c'est faux, tout ça. Il va toujours y en avoir des gens comme ça. Mais le fait que l'on prenne parole, le fait qu'on fasse des manifestations à toutes les années, puis on en fait pour les robes rouges, pour les femmes disparues, on en fait aussi pour les enfants qui ont été dont les tombes ont été retrouvées autour des pensionnats, des tombes anonymes, les enfants qui sont disparus, qui sont jamais revenus à la maison, puis dont les parents même ne savaient pas ce qu'ils étaient devenus de leurs petits. Puis, il y a aussi, depuis dernièrement, au Québec seulement, une journée qui s'appelle la journée pour Joyce Echaquan. C'est une femme qui est décédée dans un hôpital sous les insultes des infirmières. Elle était malade, elle était en train de mourir. Elle leur disait, détachez-moi, je suis pas bien. Ils l'ont pas écouté. Elle les a filmés. Le vidéo circulait à travers le Québec. Ça a fait un scandale. Ça fait des années que les Autochtones au Québec ont dit on est maltraités dans les hôpitaux. Et cette femme a eu le courage et la capacité de faire cet acte avant de mourir. Elle est morte tout de suite après. Et ça devient la journée pour Joyce. Donc, il y a une journée au Québec où on prend la peine de marcher pour elle. Puis, donc, de dénoncer finalement les, euh, la façon dont on est traité dans les services publics au Québec. Et on avait parlé de Joyce, je crois, dans le recueil de Maya Cousino-Molène, il me semble. Je crois je crois que c'était Maya, je suis pas sûr, je doute avec Natacha, mais je crois que c'était Maya. Virginia, c'est le moment de nous lire un premier extrait. On va faire une photo de groupe avant. Voilà, ne quittez pas, restez là. Comment on fait ça? C'est moi qui l'a fait, c'est moi qui l'a fait. 3, 2, 1, c'est bon, parfait. C'est à vous, Virginia, pour le premier extrait.
Est-ce que je dis Joyce ou pas Joyce, mais est-ce que je dis Marche pour Cindy ou l'autre? Oui, Marche pour Cindy, bien sûr. D'accord. Je vais commencer du début. Regarde. Combien de temps j'ai? Vous avez tout le temps que vous voulez, évidemment, ne lisez pas tout le livre, sinon ce serait vraiment dommage. Mais en tout cas, quelques poèmes, évidemment, avec grand plaisir. OK, d'accord. Je vais lire comme ça. Donc, puissantes sont les ombres qui nous hantent, les étoiles filantes aux orbites anarchiques, les étincelles de folie battent au vent de la haine. Je peins des totems en une palette de feu, des torches pour te guider, ta vie déposée dans une forêt de fougères, peut-être en un creux de sentier. Tu reviendras, car personne ne peut voyager sans retour. Tu ne seras plus dans les photos de famille, un vide dans l'image. Tu pointes du doigt ce qui est imperceptible. Pendant nos heures d'insomnie, le sommeil qui se tient loin, vers le ciel de nuit, cette demande muette. Où es-tu, Cindy? Le chagrin nous avale parfois, les tempêtes d'orage nous retournent et nous forcent à voir notre manque de clairvoyance. Quand as-tu cédé à ton espoir en lui et en ses promesses? T'avait-il parlé d'amour? Merci, Virginia. Qu'est-ce que vous... En fait, on a l'impression qu'il y a finalement beaucoup d'espoir aussi dans ce que vous écrivez. Il y a quand même une part, malgré le côté extrêmement sombre de ce drame, il y a beaucoup d'espoir. De quelle manière vous arrivez à tirer autant de... Alors, je ne vais pas dire autant de positivisme, on ne va pas exagérer, mais quand même, il y a une part de lumière, il y a une part d'espoir dans ce que vous écrivez. Est-ce que c'est quelque chose qui... tout à l'heure, vous disiez que vous étiez peu pessimiste. Est-ce que c'est ce côté-là, ce caractère-là que vous avez qui transmet finalement cela dans votre poésie, ou au contraire, l'espoir arrive quand même pour les autochtones à être là le plus souvent du temps, tant les souffrances ont été nombreuses? On parle de la résilience beaucoup. Ben, en fait, euh, on nous appelle aussi le peuple rieur. Et c'est vrai que l'on rit beaucoup, dans le sens que rire permet de décanter, de passer par-dessus plein de doutes, de problèmes, puis de, comment dire, j'ignore, il y a des moments où je suis vraiment déprimée, il y a des moments où j'ai plus d'espoir, puis je veux pas m'avancer là-dessus, mais il faut vivre. Puis j'ai quand même une fille qui reste, j'ai des petites filles, et c'est merveilleux, ça, c'est merveilleux la vie. C'est merveilleux d'être avec mes enfants. Et puis de créer aussi des liens avec plein de monde. Je continue à créer des relations à travers le monde, presque. Et je me dis, il y a une fraternité, une sororité qui se crée. Et malgré la noirceur de tout ce qui arrive dans le monde, il y a cette lumière justement de l'amitié, de la sororité, puis de la fraternité pour les gens qui ont un cœur, les gens qui ont le cœur pour aimer, par exemple, pour garder espoir. Parce que le jour où on n'a plus d'espoir, on va tous mourir. Ça va être la fin pour tout le monde. Je reviens sur le dernier poème que je ne vais pas dévoyer totalement, mais le début, la poésie n'est que mots pour consoler. Est-ce que pour vous, la poésie n'est que mots finalement? Est-ce que ça s'arrête aux mots? Et finalement, est-ce qu'elle vous apporte quelque chose? On a parlé de la résilience, bien entendu, mais est-ce qu'elle n'est que ça? Est-ce qu'elle n'est qu'un tissu? Est-ce qu'elle n'est qu'un matériau littéraire? Ou est-ce qu'elle est au-delà de ça? Non, ça, j'ai écrit ce dernier vers dans un moment de grand découragement. Non, c'est plus que ça. C'est la poésie, c'est
c'est pour atteindre l'autre dans le plus profond de ce qu'il est, dans le plus profond de l'être humain. Euh, Moi, mon but, dans le fond, c'est ça. C'est de connecter avec l'autre, connecter par le cœur. Et pour Cindy, c'est sûr que j'étais découragée parce que elle n'était pas retrouvée. On l'avait pas retrouvée. Et que si un jour ça va arriver, je sais pas. Comment vous avez travaillé le... Parce qu'en fait, dans ce recueil, il y a quand même beaucoup de choses. Malgré finalement le peu de mots et de pages, vous arrivez à traverser totalement les épreuves qu'ont pu avoir les parents, que ce soit la quête et la recherche du corps, que ce soit la douleur de perdre un enfant. Les parents ont aussi un rôle capital dans ce recueil-là. C'est aussi un questionnement sur la maternité et le rôle d'une mère. Euh, Comment vous avez réussi à faire aussi essentiel? On a l'impression que vous avez mis un tamis et que vous avez pris uniquement le nec plus ultra, le meilleur de ce que vous pouviez tamiser. Comment ça se travaille, cette matière-là? Et est-ce qu'au départ, il y avait beaucoup plus de choses? Est-ce que vous avez écumé, tamisé votre matière textuelle? Non, le poème, je l'ai déjà en moi quand je commence à écrire. Et donc, il y a eu des petits changements, évidemment, avec la correction avec le correcteur, la personne que j'ai travaillé, mais très peu. Et donc, j'ai vraiment l'essentiel de ce que je veux dire et j'y vais franc. Je vais droit au but. J'ai pas l'habitude de décorer, de mettre du glaçage. Je déteste ça. Alors, je vais toujours droit au but. C'est peut-être pour ça que mes livres, sauf Ours bleu, sont si courts. Il y a très peu de pages souvent dans mes romans, là. C'est ça, c'est que je dis l'essentiel en peu de mots. Très bien, très bien. Je ne sais pas si vous aviez reçu les questions que vous avez envoyées en amont. Peut-être que oui, peut-être que non. Je vous avais envoyé deux questions. Non, alors non, je ne vais pas les poser alors, mais sait-on jamais. J'en posais une où je vous demandais de nous partager finalement un auteur méconnu, un auteur que vous aimeriez remettre en avant. Un auteur potentiellement autochtone, hein, bien entendu, quelqu'un qui vous a peut-être marqué, qui vous a forgé, mais quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu en France. Est-ce que vous auriez une idée? Ah, je sais pas si, je dirais pas qu'elle n'est pas connue, mais il y a une poète que j'aime beaucoup, une poète Innu qui s'appelle, elle est peut-être déjà allée en France, je sais pas. C'est Marie, Marie-André Gill. Et elle écrit d'une manière qui est très particulière. Il y a qu'elle qui écrit de cette manière-là. Elle fait acte d'autochtonie, si vous voulez, mais elle le fait avec un franc-parler québécois, souvent avec du joual. Alors, le mélange de ces deux-là, moi, de ces deux éléments, je trouve que c'est très riche comme poésie. Est-ce que vous la connaissez? Je la connais, en tout cas, éditée à la Peuplade, voilà, la plupart du temps. OK, En oui, effet, c'est ça, je l'avais lu oui. il y a quelques temps. Et en Oui, effet, elle a une voix très, très singulière. Peut-être que... très singulière. Oui, c'est ça. Oui. J'aimerais que finalement, vous nous partagiez un deuxième extrait, Virginia, pour ponctuer cette rencontre avant que les lecteurs puissent poser leurs questions, peut-être. C'est à vous, Virginia, pour le second extrait. Hmm. OK. Je vais dire un extrait de La cousine, août 2004. Johnny Humbert Misnapeo glisse doucement une main le long de ma colonne vertébrale de haut en bas. Ce contact me ramène dans mon corps. Mon souffle redevient normal. Je respire à plein poumon l'humidité de l'air, un aigle de feu et des caribous. Ma voix ténue sort en trémolo, celle de Misnapeo profonde. Des ailes et des sabots, le haut et le bas,
le feu et la terre, le grand esprit et la terre-mère. Tu auras du soutien. Je suis bien auprès de cet homme, drainé par une plénitude sereine, un silence plein. Il ajoute, tu devras vivre l'amplification de ta conscience dans la grotte blanche, mais avant, tu vas rencontrer Malcolm Kanatawet à Mysticini. Kukum Kawapkahut nous parlait de la grotte du Lièvre au nord de Mysticini. Au cours des derniers millénaires, les ancêtres cris façonnèrent leurs outils, leurs pointes de flèches ou de lances au cœur de la colline blanche dans laquelle est creusée la grotte sacrée, aux murs de quartz d'une robustesse et d'une blancheur sans pareille. Je savais par ma mère et Kukum que les anciens utilisaient la grotte pour leurs rituels. Numushum, dis-je, qui est Malcolm? Malcolm t'aidera à situer les ossements de George. Misnapeo s'était un long moment afin que ces mots terribles pénètrent ma conscience. Puis il reprend. On le surnomme l'homme caribou, Ateknabe. Il a développé la capacité de pister les orignaux et les caribous par les signes tracés sur leur panache soumis à un feu de bois. Il voit et marche encore comme un jeune homme. Il te surprendra. Prends garde. Il aime les jolies femmes. Mais, au fait, es-tu jolie? Il est aveugle, monsieur. Moqueur, l'ancêtre. Je pense, parlant d'homme caribou, à ma recherche de mocassins en peau de cervidé qui m'a guidé, comme une piste, d'une communauté à l'autre, mais que j'avais complètement oublié dans l'agitation qui me secoue depuis notre arrivée à Waskaganish tôt en matinée. Je réalise que Mr. Napio me confie à Malcolm pour que ce dernier me mène là où il lui est impossible de me suivre. Le connaissant depuis à peine quelques heures, le chagrin qui me submerge me prend au dépourvu. Cet homme, cet étranger, m'a rejointe en ce lieu inconnu de tout mon entourage, ce lieu dans lequel je vibre au cœur de la solitude, parce que trop intense, au cœur de mon essence. Sensible à mon émotion, le vieil homme pose une main sur mon épaule. Il se tait. Ne cherche pas à me rassurer. Il sait. Dis-moi, Mouchoum, j'ai une dernière question. S'il s'agit de libérer l'esprit de mon grand-oncle, pourquoi retrouver ses restes? Doucement, il me dit, afin de pacifier les membres de sa famille, qu'ils puissent enfin se libérer de ce deuil. Merci, Virginia. J'avais une dernière question, puisqu'on on a parlé du passé avec Cindy. Comment vous imaginez, alors en effet, voilà, c'est Amaury qui montre l'ouvrage, ce bleu, voilà. Ce n'est évidemment pas tiré de Marche pour Cindy, qui est de la poésie, mais qui est peut-être un peu plus que ça. Comment vous imaginez l'avenir finalement pour les autochtones et pour cette gestion des féminicides? Est-ce que d'ailleurs le terme féminicide est dans le texte pénal au Québec? En France, ce n'est pas le cas, en tout cas pas de manière expresse. Est-ce qu'il y a véritablement, est-ce que le problème ne vient pas de là, de la caractérisation des choses, de la qualification des crimes comme le féminicide? Mais c'est nécessaire qu'on le nomme. On parle bien d'homicide, on parle d'infanticide. Pourquoi pas féminicide, puisque ce sont les femmes qui sont en cause. Et parce qu'elles sont femmes. Il y a beaucoup d'assassinats finalement au Québec aussi de femmes de toutes les, on ne dirait pas des races, mais elles sont visées. Puis, en ce qui concerne les femmes autochtones, évidemment, on est de plus en plus consciente du danger que l'on court. Donc, on se protège beaucoup entre nous, puis on se protège aussi personnellement. Un jour, j'ai eu la visite, moi ici, de deux enquêteurs qui faisaient des recherches sur... ils cherchaient finalement à coincer une amie qui avait un poste important, une amie à moi. Ils cherchaient à la coincer et je savais, moi, que c'était la raison pour laquelle ils venaient me voir. Mais ils étaient grands, énormes et j'ai eu peur.
J'ai vraiment eu peur pour moi. Alors, j'ai appelé un ami avant qu'ils arrivent. J'ai dit, je veux que tu viennes à la maison. Je veux être protégée. Et c'est ce qu'il a fait. Et ces hommes-là, finalement, essayaient de me... essa- euh, Ils ont été honnêtes à la fin parce que je leur ai dit non, je ne vais pas accuser une femme d'une chose qu'elle n'a pas fait, tu vois. Et surtout, ils essayaient de faire passer pour quelqu'un qui m'était très proche, qui était très intime, puis qui est décédé. Ils voulaient la faire passer pour, en tout cas, pour ce qu'elle n'était pas. Alors, j'étais vraiment en colère. Et puis finalement, je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit non. Puis vous allez partir d'ici parce que vous n'avez pas d'affaire à venir pas tout à fait me harceler, mais presque, voilà. Et donc, même, évidemment, ces agents de la paix, c'était des enquêteurs. Moi, j'en avais pas du tout confiance. Et puis, il y avait cet ami qui était là avec moi. Je ne les aurais pas reçus seuls. Alors, il y a cette peur qui est en nous et qui nous force finalement à nous protéger. Puis, on est très, très prudente. On ne sort pas, par exemple, moi, je ne sors jamais la nuit dans les rues. Jamais, si je ne suis pas accompagnée. Mais je ne sors même pas la nuit de toute façon. Ou même le soir. Alors, il y a cette conscience du danger tout le temps. Moi, je dis toujours que je n'ai pas peur des animaux, mais j'ai peur des hommes, j'ai peur des humains. C'est eux que je crains. Tout à l'heure, Amaury vous a lancé un petit peu sur le sujet du prochain roman. Est-ce qu'il en est question? Où vous en êtes finalement? Est-ce qu'il y a un prochain roman qui est en œuvre ou de la poésie? En tout cas, sur quoi travaillez-vous aujourd'hui en matière littéraire? J'ai commencé un travail sur. Je m'inspire de Virginia Woolf, Une chambre à soi. Euh, Moi, ce serait dans l'esprit du territoire à soi, mais très large. Je veux dire, pourquoi des réflexions que j'ai, puis aussi une espèce de conversation peut-être avec ma mère, mais pas tout à fait. J'ai jamais vraiment parlé de ma mère dans ma littérature. Et donc, ma mère représente finalement le territoire qui a été sacrifié, vous voyez. Et moi, en quelque sorte, je répare les choses. J'ai réparé les choses et puis je me suis réparée. J'ai réparé l'avenir de mes enfants, que ma fille, elle est très bien. Je souhaite que mes petites filles soient bien. Jusqu'ici, ça va bien. Alors, casser le rythme, casser le, comment on appelle l'héritage colonial, finalement. Et c'est de ça que je voudrais parler. La prochaine, je ne sais pas quel genre ça va être. Est-ce que ça va être un essai? Est-ce que ça va être un roman? Je ne sais pas. Donc, c'est là-dessus que je travaille, puis aussi sur deux ou trois choses. Très bien. Et on va peut-être terminer la rencontre, Amaury, avec l'ouvrage qui est en campagne Ulule, 500 ans de résistance autochtone, parce que c'est un superbe projet, parce qu'on est en plein dedans et parce que ça ne m'étonne pas que les éditions de Paysages s'attaquent à ça, forcément, ça ne pouvait être que toi et on en est ravis. On a besoin de soutien là aussi parce que la confection d'ouvrages est important. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, Amaury, justement, par rapport à ce large projet qui est au-delà de nécessaire? Oui, et puis d'ailleurs un projet dont Virginie a eu aussi rapidement connaissance. On a même discuté sur l'opportunité de garder ce titre-là, euh, potentiellement commercialement un peu risqué parce que, comme je disais tout à l'heure, la problématique autochtone est quasi inconnue en France. J'en avais parlé justement même un peu plus précisément sur le problème même du qualificatif autochtone, mais ça, on pourrait en faire un large débat qui en France renvoie à d'autres choses, vous voyez peut-être ce que je veux dire, des groupes identitaires ou autres, ce qui fait qu'autochtone pose problème, et donc 500 ans de résistance autochtone, est-ce qu'on allait garder ce titre ou pas?
Et puis on a dit qu'il était, voilà, avec Virginia, avec Franck Mirou, il était temps qu'effectivement on commence à parler de ce mot-là, de ce mot qui a été choisi par les communautés autochtones dans le monde entier pour se faire connaître et reconnaître. Donc on l'a conservé. Et effectivement, cette BD est unique en son genre dans la mesure où elle offre pour la première fois de manière assez synthétique, hein, parce qu'on n'est pas sur un essai. D'ailleurs, cet essai, euh, oui, certainement, il y a eu, je pense, à quelques tentatives d'essais d'histoire dites amérindiennes, d'ailleurs, avec ce qualificatif-là, mais c'est la première fois où on a une BD avec le point de vue autochtone sur l'histoire de la colonisation. Et c'est suffisamment rare pour le noter, que ce soit mis en image, ça permet d'aller rapidement au but, à l'essentiel, et de pouvoir toucher évidemment un public large, en sachant que l'auteur est un activiste très connu, outre-Atlantique, évidemment beaucoup moins ici, encore que il a inspiré pour celles et ceux qui le connaissent, du point de vue de la théorie, les soulèvements de la Terre, Extinction, Rébellion. Donc effectivement, c'est aussi un théoricien finalement de la résistance, de la désobéissance civile, mais il est plus connu en fait pour son activisme que pour sa BD ou son talent de dessinateur. Cette BD a pourtant fait l'objet d'une exposition aussi à Angoulême, donc il me semblait important de la faire connaître. Et effectivement, comme tu l'as dit, Anthony, elle a fait l'objet d'une négociation un peu serrée pour que on puisse avoir les droits et le faire en France, mais c'est soumis à une campagne victorieuse sur Ulule parce que le coût de fabrication d'une BD est assez élevé, beaucoup plus que ce que je fais habituellement. Qui plus est, ça nécessite des talents que je n'ai pas nécessairement, donc il faut les monnayer, bien sûr, avec des gens qui sont capables de faire cette mise en page, d'intervenir aussi dans le texte. Donc, on a été, pardon, obligé de lancer la campagne dans le même temps. C'était aussi une occasion de se faire un petit peu connaître par d'autres, un public qu'on ne connaît pas habituellement, qui viendrait à la littérature par la BD aussi. Donc, pour l'instant, nous sommes à 35%. C'est évidemment insuffisant, mais pas du tout résigné, optimiste. On y arrivera bien de toute façon. Et voilà, moi, je pense que ça va toucher du monde. Et en tous les cas, les libraires qui sont déjà informés d'une potentielle parution en mai sont très enthousiastes. Cela étant, c'est pas pour autant qu'ils contribuent aujourd'hui, mais ça c'est le jeu de la librairie pour que ça paraisse. Mais ils aimeraient bien que ça paraisse en France, mais si on n'y arrive pas avec cette campagne, ça va être compliqué de le publier au mois de mai. Donc voilà, faut y aller, il faut essayer d'agiter un petit peu les réseaux. Si évidemment 10, 20 personnes qui ont déjà contribué, dont toi Anthony, d'autres ici que je salue aussi, peuvent en convaincre un ou deux, ben, c'est déjà, on approche déjà de la moitié. Et là après, il y a un effet, il y a une dynamique qui est propre à ces campagnes qui pourrait aboutir tout simplement à la fabrication de la BD. Donc j'y crois, il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Fabrication de la BD et également continuer de soutenir les éditions indépendantes, les éditions de paysages aussi plus largement. Ce n'est pas qu'un seul ouvrage finalement, c'est aussi Non, contribuer au bien-être d'une maison. tu as raison, c'est vrai. Virginia, merci infiniment pour cette rencontre. Vous voyez finalement, 1h30, eh bien c'est passé très rapidement. Vous me C'est parce confirmez? que vous m'avez piqué. C'est Vous avez parfait. piqué dans le bon sens. D'accord, merci beaucoup. Merci Merci, infiniment à tous les deux, merci. Amaury et Virginia. Et je le rappelle, Marche pour Cindy aux éditions de Paysages, un nouveau recueil de poésie et on en espère encore bien d'autres. Merci à tous. Merci à tous les deux. Merci. Au revoir tout le monde. Merci Au Anthony, revoir. merci Virginia, merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.